quand 5 policiers corrompus confrontèrent un garçon solitaire dans un café routier, ils pensaient avoir trouvé une proie facile. À la place, ils tombèrent sur un ancien cadet militaire dont la simple intervention allait non seulement bouleverser leur propre destin, mais aussi transformer toute une ville oubliée du Nord. Ce qui se passa ce soir-là allait être vu des millions de fois en ligne, lancer un mouvement de solidarité et prouver que les combats les plus décisifs se mènent souvent là où on s'y attend le moins. Noé Delcourt ajusta la capuche de son sweat pendant qu'il sirotait un soda, installé à sa table habituelle près de la grande baie vitrée du Café des Pins. Le brouhaha doux des conversations autour de lui faisait du bien. Une respiration tranquille, loin des tensions du monde extérieur. À 16 ans, Noé ne payait pas de mine. Sa silhouette fine, son air discret ne laissait rien paraître de l'entraînement intense qu'il avait suivi pendant des années au sein du programme des cadets défense dans la région. Une petite broche argentée accrochée à sa veste était la seule trace visible de son passé militaire. « Voilà pour toi, mon grand, » dit Madame Josiane, la propriétaire âgée du café, en posant une assiette de frites devant lui. Elle connaissait Noé depuis qu'il avait 10 ans et elle admirait son engagement auprès du centre jeunesse local. « Et ton programme de formation, ça avance? Pas mal, » répondit Noé avec un léger sourire. 2 nouveaux jeunes sont intéressés. Ça leur fait du bien de s'accrocher à quelque chose. Tu fais un sacré boulot, tu sais. Sans toi, je ne sais pas où irait cette ville. Le tintement de la clochette au-dessus de la porte interrompit leur échange. L'ambiance du café bascula immédiatement. 5 hommes entrèrent, leurs uniformes à peine réglementaires, mais clairement marqués d'écussons de la brigade spéciale. Des agents de terrain, connus dans toute la région sous le surnom des 5 de fer. Leur méthode expéditive faisait trembler même les plus endurcis. Leur chef, un homme massif avec une cicatrice en travers du visage, jeta un regard circulaire et narquois sur la salle. « Tiens, quel endroit charmant, » dit-il avec un sourire moqueur. « On dirait qu'on a trouvé un petit coin tranquille pour se détendre, les gars. » Noé observa la scène dans le reflet de la vitre, les sens en alerte. Le chef dépassait facilement le mètre 90, bâti comme un lutteur. À sa droite, un agent maigre, au tatouage de serpent sur le cou, gardait la main proche de son étui. Les 3 autres se répartirent lentement dans la pièce, leurs bottes martelant le parquet. « Hé, princesse !» lança l'un d'eux en s'adressant à la jeune serveuse, la faisant sursauter en renversant un verre qu'elle venait de poser. « T'as renversé un truc, va falloir nettoyer ça. » La serveuse, à peine majeure, s'accroupit nerveusement pour ramasser les morceaux. Une mère, installée avec ses 2 enfants, se leva doucement, tentant de quitter discrètement le café. « Où tu vas comme ça ?» dit le chef en s'approchant d'elle. « T'as peur? On fait que discuter. Peut-être que tes gamins ont besoin de vrais modèles. » « Laissez-la tranquille, » dit calmement Noé sans hausser la voix. Un silence glaçant tomba. Le chef se tourna lentement vers la voix. « C'est quoi ça? Le petit héros du coin veut jouer au justicier ?» Il s'approcha lentement de Noé. « Tu sais à qui tu parles, garçon ?» Noé se leva doucement, les yeux dans ceux du chef. « J'ai appris 2 ou 3 choses dans ma vie, notamment à reconnaître quand des gens en uniforme dépassent les limites. » Un rire rauque s'échappa du chef, mais une lueur d'hésitation brilla dans ses yeux. « Tu crois que je vais te prendre au sérieux? Je m'en fiche que tu me prennes au sérieux, mais tu vas laisser cette femme et ses enfants partir. » L'agent au tatouage de serpent bondit, tentant de saisir Noé, mais son attaque était maladroite, impulsive. Noé pivota, détourna son élan et le projeta contre une table, brisant assiette et verre dans un vacarme de surprise. Le chef hurla et balança un coup de poing massif, des poings américains luisants à ses doigts. Noé esquiva souplement et balaya ses jambes. Le colosse s'écrasa au sol dans un fracas assourdissant. « Tu vas le regretter, sale gamin !» grogna-t-il en crachant du sang. « Peu probable, » répondit Noé, déjà prêt à accueillir les autres. Le deuxième tenta un crochet du droit, que Noé évita avant de lui enfoncer un poing précis dans les côtes. Le troisième tenta de le saisir par derrière, mais Noé se libéra d'une torsion fluide et lui donna un coup de coude dans le ventre. Le quatrième hésita, jeta un regard à ses collègues à terre, puis recula vers la sortie.
Bonne décision, dit Noé sans quitter le chef des yeux. Alors, tu continues ou t'as compris la leçon? Le chef se redressa péniblement, sa morgue envolée. Tu vas payer pour ça? Personne ne ridiculise les 5 de fer. Personne ne menace ceux que je protège, répliqua Noé. Le hurlement de sirène s'approcha. Les policiers corrompus échangèrent des regards inquiets. On reviendra, marmonna le chef en boitant vers la sortie. Pas si vous tenez à votre badge, lança Josiane en sortant de la cuisine, un rouleau à pâtisserie en main. Les agents échangèrent un bref regard avant de battre en retraite, trébuchant presque sur le seuil. À l'extérieur, les gyrophares bleus de la vraie police inondaient la façade du café. La première voiture de patrouille venait de se garer. Noé, les poings encore serrés, s'approcha de la mère et de ses enfants réfugiés dans un coin de la salle, leurs yeux grands ouverts de peur. « C'est fini », souffla-t-il, la voix calme malgré l'adrénaline qui lui brûlait encore les veines. Ils reviendront plus. Quand les policiers en uniforme prirent les dépositions, inspectèrent les lieux, relevèrent les noms, les témoignages, Noé retourna à sa table comme si de rien n'était. Il s'assit, attrapa son soda à moitié vide et en but une gorgée. Josiane, encore tremblante, s'installa lentement en face de lui. Son regard d'abord dur se voila d'émotion. « T'étais pas obligé de faire ça. Quelqu'un devait le faire. » Il haussa les épaules comme si c'était rien. Mais ce que ni elle ni lui ne savaient, c'est qu'un client avait tout filmé. La vidéo, brute et bouleversante, fit le tour du pays en moins de 24 heures. On y voyait Noé, seul, calme, désarmé, tenir tête à 5 hommes armés et violents. Les réseaux s'enflammèrent. Les débats éclatèrent. Les médias en firent une affaire nationale. Le visage de Noé, le regard déterminé d'un adolescent devenu symbole de justice, était partout. Puis les appels commencèrent à arriver. Des anciens militaires, des travailleurs sociaux, des policiers à la retraite, écœurés par ce qu'était devenu la force publique. Ils voulaient l'aider, l'écouter, le soutenir. Un fonds fut ouvert pour financer le centre jeunesse où Noé était bénévole. Les dons affluèrent. Les jeunes en rupture, les familles fragiles, les oubliés du système commencèrent à se rassembler là où ils travaillaient. Le centre devint un phare. Et puis, une semaine plus tard, alors que la tempête médiatique semblait s'apaiser, le chef des 5 de fer revint, cette fois en civil. Son bras était en écharpe, son regard moins arrogant, plus lourd. Il se présenta au centre jeunesse, seul, sans escorte. « Faut qu'on parle », dit-il à l'entrée. Noé le fixa un instant, puis hocha la tête. Ils s'enfermèrent dans une petite pièce à l'écart, sans caméra, sans témoin. L'homme parla, longtemps, d'un passé militaire, de missions sans retour, de frères d'armes perdus, de silences imposés. Il raconta comment, revenu à la vie civile, il s'était noyé dans la colère, comment la violence était devenue son langage. Mais il parla surtout de son fils, petit garçon de 7 ans, terrifié dès qu'il voyait un uniforme. « Je veux plus de cette vie pour lui. » Sa voix se brisa. « Je veux qu'il soit fier de moi. » Noé l'écouta en silence. Puis, lentement, il répondit « Alors on va la changer. » Et c'est ce qu'ils firent. D'abord en secret. Quelques anciens membres des 5 de fer commencèrent à venir au centre. Incognito, ils nettoyaient, repeignaient, réparaient. Puis, peu à peu, ils prirent part aux activités. Encadrer les jeunes, animer des ateliers, écouter sans juger. Des soirées de dialogue furent organisées. Des parents, des profs, des ados, même des officiers y participaient. Les tensions s'apaisaient. On parlait d'espoir. Le groupe corrompu fut démantelé officiellement 3 mois plus tard. Plusieurs enquêtes furent ouvertes, certaines menant à des condamnations sévères. Mais le vrai changement, lui, se passait sur le terrain. À la place de cette force dévoyée naquit une nouvelle unité expérimentale, fondée sur la transparence, le respect, la médiation. Noé y joua un rôle central. Il mit en place des formations sur la désescalade, organisa des forums citoyens, accompagna les jeunes sortant de prison. Il fut invité à parler dans des écoles, dans des mairies, sur les plateaux télé. Mais jamais il ne quitta son café, son centre. Josiane l'y attendait, toujours avec un café chaud et un mot bienveillant. Le café devint un lieu de rassemblement, une agora, un endroit où l'on débattait, où l'on construisait. Des artistes y exposaient, des enfants y lisaient, des anciens y jouaient aux cartes. On l'appelait désormais chez Noé, même s'il protestait à chaque fois. Un soir d'hiver,
Alors qu'il observait la foule à travers la vitre embuée, Noé sentit une fierté calme l'envahir. Il pensa à son père, disparu trop tôt, à sa mère qui travaillait nuit et jour, aux jeunes qu'il avait vus tomber, puis se relever. Il pensa que peut-être le monde pouvait changer. Lentement, ensemble. Mais le combat n'avait fait que commencer. Ce soir-là, alors qu'il fermait le centre, un coup de feu retentit dans la rue. Il se retourna brusquement. Un cri perça la nuit. Il courut dehors. À terre, un jeune homme qu'il avait pris sous son aile, Malik, atteint au ventre. Il cria à l'aide, pressa ses mains sur la plaie. Des gens accoururent. Une ambulance fut appelée. Le regard de Malik s'accrocha au sien. « J'ai pas eu le temps, Noé. J'ai pas eu le temps de changer. T'as déjà commencé? T'as compris? T'as commencé. » Mais la lumière dans ses yeux vacilla. Malik ne survécut pas. L'arme utilisée provenait d'un ancien stock de la police. Un trafic impliquant des officiers encore en poste fut révélé. Les vieux démons n'étaient pas morts. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Noé pleura. Longtemps. En silence. Puis il se releva. Il jura sur la tombe de Malik que tant qu'il aurait un souffle, il se battrait. Pas pour la vengeance, pour la justice, pour que plus aucun enfant n'ait à grandir avec la peur au ventre. Le lendemain, il était devant la mairie, avec 100 jeunes à ses côtés. Et cette fois, c'est lui qui parlait aux caméras. Ce n'est pas une question d'héroïsme, c'est une question de choix, et moi j'ai choisi de ne plus jamais me taire. Et le pays entier, une fois encore, l'écouta.